بعد مانيش عارف هذا وليداتنا هاكا ضحايا وعلاش هكذا وعلاش بلادنا هكذا وعلاش هكذا واش داروا هكذا قالوا لي بنتي انا باني واش نقولوا لهم ربي وكيلهم يا الخداعين واش راكم ديروا لنا هكذا الا كنتم جزائريين وكونكم تحافظوا على في البلاد يا راكم تاكلوا في ماكلتنا عايشين معانا راكم تخدعوا فينا خدعتوا لنا وليداتنا خدعتوا لنا رجالتنا انا راكم دايرين لنا ضحك في الجناس رانا ضحك في الجناس عنده السوريين عنده الليبيين عنده المراكه عنده الاخرين اللي بي اغاب يا الخداعين خدعوا فينا هكذا حرام عليكم الامريكان ما تحبش على بلادها الطليان ما تحبش على بلادها الاخرين كاع ما يحبوش على بلادهم غير نتوما يا الجزائريين فيقوا يا الجزائريين عرفوا بلي بلادكم يا الجزائريين وكاين بيي ما تقبلكم وكاين بيي ما تلفتكم راكم عايشين معانا راكم في بلادنا راكم دمنا ولحمنا يا الخداعين فيقوا برواحكم ولا لارضكم ولا لوطنكم ولا غسلكم حنا عرب مسلمين ونشهدوا كيف هكا تحرقوا في الدراري الصغار كيف تقتلوا في النساء وعلاش النساء مساكن واش داروا لكم هما ولدوكم هما رباوكم هما رفدوكم 9 شهور هما كيما قال لكم طوكم هما عايشوكم هما كبروكم اليوم اللي تتذبحوا فيهم علاش داروا لكم ياك حنا ماتكم حنا خاوتكم علاش هكذا وعلى الجزائر هكذا وعلى بلادنا هكذا على بلادنا C'est l'histoire de un pays brisé. Les jeunes déferlent dans la rue. Un quart de siècle après l'indépendance, le pouvoir vacille. Octobre 88 sonne le début de la tragédie. Le président Chedli Benjedid, dépassé par les événements, appelle au secours l'armée, qui tire dans la foule. Près de 500 morts. Caricaturiste dans la presse, Ali Dilem est un enfant d'octobre 88. Ça donne vie au truc, non? La couleur.
jamais la contestation n'a été vécue aussi intensément. Il n'y avait pas de liberté de temps, où là, on ne descendait pas. Le Tarwa, on ne pouvait pas s'imaginer, 24 heures après, on se fondrait dans les rues, Sadia Saraq al-Maliya, ou la Chadli Hmar, ou la Wahad Zoujtlata Chadli Shmata, ou la. Images volées, caméras cachées. C'est la pagaille dans la rue et à tous les étages du pouvoir. Certains clans du FLN, hostiles à Chadli, ont visiblement incité les manifestants à descendre dans la rue. Mais en quelques jours, la révolte a débordé tout le monde. Ils font rire les gens d'aujourd'hui, même les écrits d'aujourd'hui, même tous ceux qui ont 50 ans aujourd'hui, c'est-à-dire qui à l'époque, en 88, étaient en âge de parler, et qui n'ont rien dit, qui ont attendu qu'il y ait des mômes qui descendent dans les rues, se faire tirer dessus. Ben, aujourd'hui, l'Algérie, tous les Algériens se sont découverts démocrates le 6 octobre. Hein, parce que le Tarwa, ma démocrate de plus de 25 ans ou là de 30 ans dans la rue. Hein. J'ai vu que des gamins. J'ai vu que des gamins. Précédé par de grandes grèves ouvrières, octobre 88 sonne comme un acte d'accusation. Qu'avez-vous fait de ce pays ? Disent ces jeunes qui s'attaquent en priorité aux bâtiments du pouvoir. Il y avait beaucoup de rage. Il y avait beaucoup de rage contre le pouvoir, parce qu'il faut dire que le pouvoir représentait le déni de liberté à tout un peuple. Mustapha Brahami est alors très actif à l'université d'Alger. Au bout de quelques jours, les islamistes comme lui, qui militent dans la clandestinité depuis des années, tentent de s'approprier les manifestations. Nous nous sommes dit, nous ne pouvons absolument pas être à la traîne de ce mouvement. Nous devons absolument appuyer toutes ces revendications qui tendent à libérer le peuple. Les islamistes entrent en scène. Parmi eux, Ali Belhadj, un jeune prof de collège, se fait remarquer. À la mosquée Kaboul, à Alger, ses prêches virulents attaquent le pouvoir et galvanisent les fidèles. Face à cette révolte, le gouvernement est paralysé. Le général Ben Yelles, ministre auprès de Chadli, réalise le fossé creusé entre la société et le pouvoir. Il va démissionner. Devant donc l'incapacité des forces de l'ordre habituelles, police et gendarmerie, à faire face à la situation, on a fait appel à l'armée. Mais l'armée elle-même avait encore moins d'expérience dans ce domaine-là que les forces de sécurité. Et ceux qui étaient à la tête de cette armée n'avaient d'autre moyen d'intervenir que de faire venir les unités de combat en service dans l'armée nationale populaire. L'insurrection, il y a un seul moyen, c'est connu à travers le monde entier. C'est de maintenir l'ordre. Maintenir l'ordre. C'est utiliser la troupe. Donc l'état de siège a été déclaré par le président et il m'a désigné responsable pour Alger. Cet ancien sous-officier de l'armée française va devenir l'un des hommes forts de l'Algérie et la bête noire des islamistes. Khaled Nzar devient un homme clé en octobre 88 quand le président Chadli l'appelle pour réprimer les émeutes. Ils ont commencé par des manifestations monstres. Des manifestations de plus de 50 000 jusqu'à 75 000 hommes, malgré que, à l'époque, il y avait l'état de siège et interdiction de se rassembler. Parce que l'état de siège, c'est ça. Il y a interdiction de se rassembler, utilisation des armes uniquement pour faire disperser les gens, et dans des normes bien réglementées, à savoir on ne tire pas pour tuer, on tire pour faire disperser, le chef désigne une arme, tire dans les jambes, après avoir donné des formations, pour faire disperser les gens, c'est tout. Le malheur, c'est que les gens, la troupe qui n'avait pas l'habitude au maintien de l'ordre, tiraient soit par terre, soit en l'air. Et c'est là où ça fait le plus de dégâts. Parce que tirer par terre, vous avez 2 projectiles au lieu d'un. Vous avez l'enveloppe qui est en laiton, qui part d'un côté,
et vous avez le noyau d'acier qui part de l'autre. Devant une foule, c'est là où ça fait des dégâts. Aujourd'hui, vous vous dites que notre riposte était disproportionnée par rapport à la nature des événements? Non, je ne dirais pas disproportionné, je dirais que je regrette bien sûr qu'il y ait eu des morts, mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. L'armée nationale populaire, l'ANP, a tiré sur le peuple. La société est sous le choc et le régime discrédité. Mais octobre 88 va libérer la parole. Bravant la censure, des journalistes courageux vont parler malgré la sécurité militaire, la redoutable police politique du régime. En fait, très rapidement, on a commencé à entendre parler de mort et de torture. Et là, on décide, une amie journaliste et moi, Baye Gassmi et moi, d'aller enquêter. Certains services de sécurité, n'ayant pas été capables de désigner des responsables de l'émeute, et étant persuadés qu'il y avait une main étrangère, je dis bien une main étrangère, un complot étranger derrière ces événements, ont procédé à des arrestations massives et on s'est essayé de faire parler les gens sous la contrainte, sous la torture, pour remonter à la source. On nous faisait passer à l'électricité au niveau d'une pièce qu'ils appelaient la salle de torture. Il y avait 6 à 7 personnes. On nous accrochait tout nus sur un sommet avec un métallique, avec des menottes. Ils nous versaient de l'eau pratiquement sur tout notre corps pour qu'il soit bon conducteur. Et nous bouchaient pratiquement, ils nous mettaient dans la bouche un chiffon, des fois tantôt de l'eau, tantôt ils nous aidaient. Les témoignages de cet enseignant et de dizaines d'autres victimes de la torture, militants de gauche, jeunes manifestants, islamistes, sont publiés dans un recueil. Mais ce cahier noir d'octobre restera sans conséquence. Les mises en accusation, en fait, du point de vue juridique, il n'y en a pas eu. Aucune. Le pouvoir a très bien vécu avec le cahier noir. Le cahier noir nous a servi que comme instrument j'allais dire de mobilisation d'opinion. Mais du point de vue juridique, on n'en a eu aucune. Le FLN ne peut plus parler au nom du peuple. La génération qui a pris le pouvoir en 62 est au pied du mur. Si le président Chadli veut sauver sa peau et sauver le système, c'est toute la maison FLN qu'il doit rénover. هل يكمن في معالجة مشاكلنا بهدوء وطرح القضايا بكل موضوعية؟ اعتقادي بهذا الأسلوب نعالج مشاكلنا وسوف نواجه كل الصعوبات السياسية والاقتصادية بهذه الإصلاحات وبالأخص الإصلاحات السياسية. Chadli le 10, quand il est venu parler de révision de la Constitution, le multipartisme, c'est une idée qu'on n'a jamais revendiquée. Mais franchement, on n'avait pas de conscience politique, encore une fois. On n'était pas là pour dire que voilà ce qu'on veut. Non, on savait ce qu'on ne voulait plus. Ce dont les jeunes ne veulent plus, c'est de cette Algérie de papa. Cette Algérie qui s'est dressée fièrement en 62, mais qui n'a pas tenu ses promesses. Au sortir de la guerre contre la France, l'Algérie est libre, mais exsangue. La colonisation a divisé la société. Elle l'a détruite au plus profond. En 1962, elle compte 9 millions d'habitants et seulement 750 étudiants à Alger. La joie de l'indépendance est de courte durée. En coulisses, on se bat pour le pouvoir. Les politiques du gouvernement provisoire sont écartés par les militaires de l'armée de libération nationale. L'Algérie est mal partie. Le président Ben Bella, collé par son ministre de la Défense, Houari Boumedienne, sauvegarde les apparences d'un pouvoir civil. L'État algérien
n'a pas, disons, d'héritage dynastique ou monarchique. Il est issu du droit à l'autodétermination. Et dès l'instant où ce droit a été confisqué, il y a une illégitimité originelle. Et les conséquences de cela a été la confiscation de toutes les libertés d'expression, d'organisation, de participation aux Algériens et aux Algériennes. Le rêve des Algériens, c'était à la fois la liberté et l'égalité. Avec Ben Bella, Boudiaf et d'autres qui avaient été emprisonnés par la France, Hossein Aït Ahmed est l'un des leaders historiques de la lutte pour l'indépendance. Avec Boudiaf, il figurera longtemps parmi les principaux opposants du pouvoir algérien. Il puise son combat en Kabylie, une région frondeuse qui a sa propre langue et sa culture. Ben Bella est renversé par le numéro 1 de l'armée, Houari Boumediene. Avec ce coup d'État, le ton est donné. Tous les dirigeants historiques qui avaient une autre vision de l'Algérie ont tous été écartés. Je voudrais vous demander ce que les étudiants pensent de ce qui s'est passé à Alger. C'est pour qui? C'est pour la télévision française. La télévision française. Eh bien, je peux vous dire que les étudiants, ils passent beaucoup de mal ce qui s'est passé. Et là, vous considérez que cette prise de pouvoir du colonel réactionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire, réactionnaire? Typiquement fasciste par la manière dont ça s'est fait. Fasciste dans la manière, mais peut-être pas fasciste dans les comme ça part, fasciste dans la manière, les prolongements obligatoirement suivent. Notre armée aura une mission à accomplir, c'est-à-dire la participation effective à la construction de notre pays. Au début, c'est l'enthousiasme, la révolution agraire, les terres collectivisées et l'industrie industrialisante, comme l'on dit joliment, semblent riches de promesses. Mais très vite, on déchante. Les grands complexes industriels sur le mode socialiste se révèlent totalement inadaptés aux besoins. Et l'agriculture est littéralement cassée. Houari Boumediene lance un autre grand chantier, l'arabisation de l'éducation. L'Algérie indépendante veut s'affranchir du passé colonial et donc de la langue française. Talab Ibrahimi, ministre de l'Éducation, sera l'un des promoteurs de cette politique. Je suis très fier de ce que j'ai fait pour la culture de mon pays. J'ai fait peu avec les moyens du bord et je n'ai jamais avancé d'un pas sans préparer les moyens. Jamais l'arabisation n'a été sauvage. Si le niveau était faible, le niveau de tous nos enseignants était faible. C'est le résultat de 130 ans de mission civilisatrice française. Mais l'Algérie nouvelle n'a pas assez de professeurs. Alors on fait venir des enseignants des pays frères, des coopérants, souvent médiocres. La démarche du pouvoir en ce qui concerne l'école n'est pas une démarche de culture. Un pays vaut ce que vaut son école. Or, l'école algérienne a été faite d'une manière démagogique. C'était une démarche revancharde sur la langue française. Revancharde de la part de qui? De la part des gouvernants, de ceux qui ont pris le pouvoir, de ceux-là même qui ont envoyé leurs enfants vers des universités occidentales. L'Algérie est riche d'influences. Et son identité ne se résume pas seulement à l'islam et à l'arabité. Une région, la Kabylie, va le rappeler fortement au printemps 80 en se révoltant pour défendre sa culture. Je dis toujours qu'un véritable Algérien est celui chez qui coexistent harmonieusement la berbérité, l'arabité et l'islamité. Et si vous touchez une de ces composantes, ou vous voulez l'occulter, se développe le berbérisme, se développe l'arabisme, se développe l'islamisme. Certains disent, pour que la révolution soit pure, il faut qu'elle soit laïque. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette définition. Il ne faut pas remplacer d'anciens prophètes par de nouveaux prophètes. À choisir, je le dis, je l'ai toujours dit, entre notre prophète, entre Mohammed et de nouveaux prophètes,
Moi, le choix ne s'impose même pas. À partir du moment où on a reconnu l'islam comme religion d'État, l'islam, en tant que religion, n'a pas échappé à l'instrumentalisation systématique par le pouvoir. Les mosquées étaient devenues, comme au temps de la colonisation, de tremplin pour la propagande du régime. Cette Algérie, déjà fragile sur ses bases et désemparée à la mort de Boumedienne. Plutôt que le préféré du président, le jeune ministre des Affaires étrangères Bouteflika, l'armée désigne un candidat qui ne fait d'ombre à personne. Le colonel Chadli Benjedid, ce militaire aux cheveux blancs, qui a le mérite d'être le plus ancien gradé. Pendant 30 ans, on a toujours choisi le candidat pour la présidence à partir de l'armée. C'est comme si l'armée était aux commandes. Or, c'est pas vrai. Quand le président était désigné à partir de l'armée, parce que c'était les régimes révolutionnaires, qu'on est un président élu, vous savez comment ça se passe dans un parti unique. Hein? Dans un parti unique, on désigne quelqu'un, celui qui est le plus malléable, et puis il est président, il devient président. Donc, c'est le régime révolutionnaire, d'autant qu'il est désigné par qui? Par le FLN, tenu par qui? Par des anciens de l'ALN. Avec Chadli, l'institution présidentielle perd de son brio. Le nouveau président travaille peu et s'entoure mal. Le parti unique est devenu un appareil bureaucratique poussiéreux qui paralyse le pays. Les grandes messes rituelles, comme les congrès du FLN, montrent une unité de façade. Mais dans les coulisses du pouvoir, les clans se font et se défont au gré des intérêts, des commissions à l'exportation et des amitiés régionales. L'économie tourne au ralenti. La population, qui a explosé en 20 ans, afflue vers les villes. Mais surtout, la corruption gangrène les sommets du pouvoir. Les nouveaux riches sont arrogants. Leur fortune, trop visible. Le pétrole et le gaz, c'est le coffre-fort de l'Algérie. 90% à eux seuls des exportations. Le premier avertissement arrive en 86, quand chute le prix du pétrole. Tous les ingrédients sont réunis pour que l'Algérie explose à la fin des années 80. À chaque crise économique, comme en octobre 88, la jeunesse investit la rue. Elle représente 70% de la population algérienne. Pas de travail, pas de logement décent. C'est le dégoûtage, comme ils disent. انا نعيش بتريسيتي بالغاز بالكرا بلي فريسكولار عندي خوتي 5 يقراو ماني ساكنه معنا بابا مريض الشيخ ما يخدمش تما ناكل تما كما خدمش انايا ما ناكلوش ما نعيشوش يا واحد رانا عايشين هكا كافي بريد تسمى اللي تجي اليوم ياكلوها اليوم وغدوه راه ربي خير انا راه عندي مشكل خدمه وما كانش ما عندوش دوك الوقت هذا كاع راه ما عندهم مشاكل تاع خدمه درت ديبلوم ديالي تاع لا بيجوتري هدايا دوك راني قاعد بلا به اي ليبرتي ما كاش ليبرتي نقول لك الحق ما تقدرش تمشي كيما تحب في البلاد ما تقدرش ليبرتي ديكسبريسيون ما تقدرش تهضر مانيش عارف ما تقدرش تلحق باش تهضر باغ تهضر مع المير ما تلحقلوش في الباب ديجا البلونطون هذاك يحاوزك طون تما كي نحبوا نمشيو نمشيو لنا على جهه البحر تما باش نشوفوا شويه البحر نشوفوا شويه بوابور نشوفوا شويه السلعه اللي تلحق شوفوا شويه بوابر تاع حراقه كان بوابر تما تاع السلعه وكذا اللي يروحوا تيستيو الماناج كيفاش كيما البابور هذا الكلام محلوله فهم انا اللي نشوف فيها هربه هكذا انا من دوك نهبط نروح دوك شو الكلام محلوله نروح تحب تبدل الدنيا تحب تبدل البلاد تحب مش عارف انا روح نيبورت بلاد نيبورت بلاد وين نصيب روح وين تفنفن اللي فيها هنايا ما كان لي خدمه نقدم كيف في باش تروح يلزم لك في الفيزا 3 فيش دو باي تيتريت كونجي وراه تيتريت كونجي على عام وانت كونجي يا الجحري الله يهديك حرقني عليك ملومه
الكلا نخرج من الافريك روما ولا انتوما روما ولا انتوما ويا الكونسيل الله يهديك غير ورقة عليك ملومة فيزا نخرج من الافريك روما ولا انتوما روما ولا انتوما. Que répondre à cette jeunesse? Après le séisme d'octobre 88, le président Chedli va changer radicalement de politique. Ouverture économique, fin du parti unique. L'armée observe en retrait l'homme des réformes, le Premier ministre Mouloud Hamrouche. Venir avec une ouverture politique, à ce moment-là, c'était la grande erreur. On vient avec une ouverture politique à un moment où le pays est si vous voulez, en position d'affronter la démocratie, de faire face, d'accepter cette démocratie. Je pense qu'il y a eu, je dirais, une ouverture par effraction. C'est-à-dire que l'armée n'a pas suivi cette espèce de communion qu'il y avait entre les réformateurs et le chef de l'État. Il y a eu donc cette ouverture et c'est à ce moment-là que j'ai réagi, j'ai dit il faut que je rentre en Algérie. Depuis 62, le dialogue politique. L'Algérie semble alors se réconcilier avec son passé. Les jeunes de 20 ans découvrent les visages de ces héros de l'indépendance qui ont été effacés des livres d'histoire. Longtemps exilés en Suisse, l'ancien président Ben Bella, tout comme Aït Ahmed, attendent beaucoup de ce printemps démocratique. Des dizaines de journaux sont créés. Tout le monde sort dans la rue, des islamistes à l'extrême gauche. Et puis, aussi, les femmes qui se battent au premier rang. Nous demandons l'abrogation du Code de la famille qui est totalement inconstitutionnel et nous demandons de vivre comme citoyennes libres, égales en droit et en devoir avec les hommes et dans le cadre de lois qui soient constitutionnelles. Tout le monde voulait faire son journal, tout le monde voulait faire son périodique, tout le monde voulait faire son hebdomadaire, et je crois que ça reste une période d'âge d'or, si on peut s'exprimer ainsi, de la presse privée, de la presse indépendante en Algérie. Il y avait pour tous les goûts, il y avait pour toutes les couleurs, il y avait pour tous les temps, il y avait pour toutes les tendances. Ce qui était le plus urgent, c'était de faire vite, de sortir des journaux avant que le pouvoir ne change d'avis. Donc c'était une course contre la montre. La chaîne 3, fidèle à ses traditions d'ouverture, et vous... Même la radio-télévision d'État, l'unique, comme disent les Algériens pour se moquer d'elle, s'ouvre au débat. Pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie indépendante, des sensibilités différentes peuvent s'exprimer en toute liberté sur les antennes d'une radio d'État. Je peux dire que tout le monde apprenait les uns des autres. Et personne n'avait la recette clé en main ou l'expérience derrière lui pour dire voilà qu'est-ce que c'est une télévision pluraliste ou une radio ou un journal. Donc nous avons tous appris en marchant le temps que ça a duré. J'ai dit voilà, moi je fais des réformes. Moi je fais pas une télévision au service du FLN, lequel était encore seul parti dominant. Alors symboliquement, vous faites fermer le bureau du FLN? Je le ferme physiquement. Je change les serrures de nuit et je leur mets leurs affaires dans des cartons bien à l'abri. Et je ferme le bureau de ce qu'on appelait les BSP, les bureaux de surveillance et de je sais pas quoi, de prévoyance, je sais pas comment ils appelaient ça, qui étaient les yeux de la police à l'intérieur de toutes les entreprises publiques. Le FLN, qui est maintenant aux mains des rénovateurs, soutient les réformes. Mais le gouvernement peine à bousculer l'ancien système. L'ouverture politique et économique qui menace les profiteurs du système a trop tardé. Elle se fait dans la plus grande confusion. On a créé près de 60 partis. Près de 60 partis.
comme disent les Algériens, c'est une hizb. C'est une hizb, ça veut dire 60 versets du Coran. Il y a 60, c'est une hizb. Hier, un seul parti nous a fait un mal terrible. Aujourd'hui, c'est 60 partis. Mais un parti, un seul, va bouleverser l'avenir de l'Algérie. Profitant de l'ouverture, les islamistes sortent de la clandestinité. Divisés autour de plusieurs chefs religieux, ils réussissent quand même à créer un large front islamique. Abbassi Madani, presque timide, face aux journalistes, annonce la naissance du fils. أعتقد نحن فكرنا حتى في الصحافة الغير العربية. بالنسبة للصحافة العربية تفضلوا. الملف فيه البرنامج سامحني فيه مشروع البرنامج وفيه القانون الأساسي للجبهة الإسلامية للإنقاذ. تفضلوا بالواحد إذا من دوك نعطي السياسية. تفضل هذا بالعربي من تفضل. الوكالة تخدم في اللغتين إذا كان ممكن بالعربي. أولا الأستاذ بن عزوز زبدة العبد الضعيف عباسي مدني أستاذ بجامعة الجزائر. Abbassi Madani a fait autrefois un passage au FLN et un détour par la prison pour ses activités militantes. C'est un politique rusé qui connaît les rouages du système. الأستاذ علي بالحاج أستاذ اللغة العربية. Le numéro 2 du fils, Ali Belhadj, est plus violent dans ses prêches. Il représente le courant radical qu'on appelle salafiste, qui a pour objectif l'application de la charia, la loi de Dieu. معنى ذلك أنك إذا كنت لا تؤمن بوجود إله فنحن لا نجبرك بالعصا على أن تؤمن به، ولكن إذا اخترت وعرفت بالأدلة والبرهان وآمنت بهذا الإله ينبغي أن تلتزم المنهج الذي عليه أنزله الله عز وجل. فإذا خرجت عن المنهج عاقبناك بهذا المنهج، وإلا لماذا نعاقب الزاني عندما يزني والسارق نقطع يده عندما يسرق؟ لماذا إذا كان ليس هنالك إكراه في الدين؟ ثم هذه المادة قد تقال في دولة لائكية، أما نحن فدولة إسلامية، نحن دولة جاهدت من أجل هذا الدين وقدمت فلذات أكبادها من أجل هذا الدين، فكيف يأتي الآن اليوم ونأتي بقوانين صنعت من وراء البحار لتطبق في بلادنا؟ أليس في الدستور المادة الثانية دين الدولة الإسلام؟ هل الإسلام يبيح لك أن تطعن في الدين وأن تطعن في العقيدة وأن تطعن في المبادئ؟ الدين الدولة الإسلام معناه أن هذه الدولة ينبغي أن تكون أحكامها ماشية وفق منهج الدين. Quand Ali Belhadj disait dans certains prêches la démocratie est impie, comment réagissiez-vous? Ceci est un autre débat. Ceci est un autre débat si on ne prend la démocratie que dans un sens, que dans son soubassement idéologique, à savoir que la souveraineté appartient au peuple. Il y a un débat religieux qui s'impose en ce constat-là. Pour nous musulmans, la souveraineté n'appartient qu'à Allah, qu'à Dieu et à lui seul. La souveraineté n'appartient pas au peuple. Pourquoi il l'a reconnu? Qu'est-ce que ça veut dire ça? La reconnaissance du fils. Alors il y avait deux thèses. Il y a la thèse qui disait que si on ne le reconnaît pas, il va se développer sans nous et il va se développer dans une sorte de clandestinité souterraine qui est plus dangereuse. Tandis que si on le reconnaît, il va être au grand jour, et là, on pourra le combattre. Ce n'est pas vrai. Négociateur des accords d'Évian qui ont mis fin à la guerre d'Algérie, cet ancien diplomate deviendra Premier ministre en 1993. Nous avions gardé les réflexes de la clandestinité avant l'avènement du multipartisme. Nous étions entre la clandestinité et la transparence, car nous avions des doutes quant à la sincérité du pouvoir. Kamel Ghemmazi, qui sera élu maire d'Alger, est l'un des fondateurs du FIS. L'islam politique est un courant qui a toujours existé à l'intérieur même du FLN. Mais les islamistes ont développé aussi clandestinement de multiples réseaux.
Au début des années 80, un premier maquis islamiste a même défié les autorités. Son chef, Mustapha Bouyali, était un ancien combattant du FLN. Avant même la création du FIS, les islamistes organisaient des camps d'entraînement l'été sur les plages, au vu et au su des autorités. Les gens se sont préparés bien avant. Que ce soit sur le plan de l'endoctrinement, que ce soit sur le plan de la préparation militaire, la préparation pour faire face aux services de sécurité, puisqu'on leur indiquait dans ces manuels, quand vous êtes arrêté, voilà ce qu'il faut répondre, il faut tenir tant de jours avant de dire la vérité, si vous êtes torturé, et ainsi de suite. Ils reprenaient un peu les mêmes, si vous voulez, les habitudes ou les mêmes manières du FLN à l'époque. Et en même temps, des gens étaient envoyés en Afghanistan. Discrètement étaient envoyés en Afghanistan, on savait par où ils passaient. Ce sont des centaines d'Algériens qui sont partis en Afghanistan. À Peshawar, au Pakistan, une maison de l'Algérie accueille même les volontaires pour entrer dans les réseaux de Ben Laden. De retour à Alger, ils prendront les armes et participeront plus tard à la création du GIA, groupe islamique armé. Tous les mouvements islamistes, la plupart ont été créés sur l'instigation des États-Unis d'Amérique. Et par exemple pour l'Afghanistan, les volontaires qui allaient en Afghanistan, la base logistique c'était l'Arabie Saoudite. Et donc, pendant longtemps, les Américains ont vécu avec cette idée-là que l'islamisme, après tout, ça les convenait très bien jusqu'au moment où ils ont compris la réalité de l'islamisme, qui est une internationale qui non seulement n'est pas l'allié des États-Unis, mais qui est consubstantiellement l'ennemi juré des États-Unis. Pourquoi? Parce que le fonds de commerce des islamistes, c'est l'anti-occidentalisme. Les mouvements fondamentalistes dans le monde musulman ont été anti-marxistes, anti-communistes, anti-nassériens, donc il y a une sorte d'erreur de vision. C'est pour ça que les Américains, à une époque, soutenaient les frères musulmans, qui est un peu la matrice de beaucoup d'autres mouvements après. Parce qu'au moins, ils étaient anti-nationalisme arabe. Et le nationalisme arabe était dangereux pour Israël ou était dangereux pour les intérêts pétroliers. Donc c'est une des sources de cette sympathie étrange, sinon, cette complaisance étrange pour beaucoup de mouvements de ce type. On a vu ce phénomène émerger après l'expulsion des soviétiques d'Afghanistan. Certains islamistes ou groupes d'islamistes qui avaient participé à la guerre contre les Russes sont retournés chez eux, puis ont mené une lutte armée contre leur propre régime. Mais ce n'était certainement pas l'intention des États-Unis. Rétrospectivement, je pense que les États-Unis auraient dû être plus conscients de cela et plus impliqués pour empêcher l'apparition de ce que l'on appelle les Afghans d'Afrique du Nord. Mais pardon, là-dessus, ça veut dire que le pouvoir algérien de l'époque savait que des Algériens partaient en Afghanistan. Mais ne faisait absolument rien du tout. Voilà le problème. Alors que normalement, un Algérien ne peut pas, comme ça, de lui-même, partir guerroyer dans un autre pays. Il le savait plus ou moins, mais rien n'était fait à l'époque. Pourquoi est-ce qu'on laissait faire? Je vais venir par la suite, en fait, pourquoi on a laissé faire. On a laissé faire aussi le FIS, donc c'est pas uniquement l'affaire de l'Afghanistan, puisqu'on a laissé faire le FIS. Chadli reçoit maintenant le chef du FIS comme un invité obligé du pouvoir. Pourtant, les chefs d'État du Maghreb s'étaient promis de ne légaliser aucun parti islamiste. Lors de cette réunion, le président Chadli a présenté des garanties qui concernaient les réformes, le multipartisme, les droits de l'homme, ainsi que le calendrier des élections communales. On a essayé de calmer le jeu en entrant dans le jeu de cette mouvance. En pensant qu'il y en a qui disaient, oui, il faut démocratiser les islamistes et islamiser les démocrates. Il y avait quelqu'un qui est venu me réciter ça chez moi, de la part d'un Premier ministre. Et je l'ai presque mis à la porte. Il dit, on ne joue pas avec des choses comme ça.
Moi, j'ai une déclaration de M. Hamrouche qui disait clairement ceci: j'ai besoin du fils. Alors, dans sa tête, évidemment, le fils lui permettrait de balayer ce qu'il considérait être des adversaires de son programme dans le FLN. Et encore une fois que ces éléments seraient éliminés, on se débarrasserait du fils. Les choses se sont passées un peu différemment. Le fils n'a pas de programme politique très élaboré. C'est son discours contestataire qui séduit. Les prêches à l'intérieur des mosquées et même sur les places publiques résonnent chaque jour comme des meetings. Les premières élections libres depuis l'indépendance sont pour juin 90. Il ne s'agit encore que d'élections municipales, mais le test va être décisif. Certains leaders s'inquiètent déjà de la poussée islamiste. Alors, nous disons que nous refusons le choix entre la casquette et le turban. Les partis laïcs comme le RCD et la gauche tiennent meeting devant des foules clairsemées. Et c'est un coup de tonnerre au soir des résultats. Plus d'un électeur sur deux a voté pour le fils. Les islamistes remportent plus de 800 communes et même de grandes villes comme Alger, Oran et Constantine. Les partis d'opposition autres que le fils sont laminés. L'ouverture démocratique laisse finalement deux adversaires face à face, les islamistes et le pouvoir. هل كنتم تتوقعون هذه النتائج؟ نعم. طيب سيد عباس. إن ثقتنا في الشعب الجزائري لكبيرة. طيب بالنسبة للأجواء العامة التي جرت نهار أمس، الجو العام بالنسبة للانتخابات. كان أيضا جو ممتاز، وأشكر السلطات لم تكن هناك تجاوزات على هذا الوفاء بالعهد. لقد وعدونا بأن تكون الانتخابات صحيحة فكانت. Nous expliquions ces différents éléments, les différents éléments du projet de société musulman. Donc, la liberté, la dignité, l'équité, la justice, absolument, et puis le contrôle du peuple. Cette possibilité que n'avait pas eu le peuple jusqu'à présent de sanctionner le pouvoir mis en place. Dans les communes gagnées par les islamistes, le nouvel ordre moral se met en place. À Borj, une ville de l'Est algérien, le fils a fermé d'autorité la salle de la cinémathèque. Des artistes, furieux, sont descendus d'Alger pour faire ouvrir le cinéma. Les nouveaux élus n'en démordent pas. Plus question de proposer à l'écran des films occidentaux contraires à la morale islamique. تعدد كاع الجنسيات لانها الفن ما عندوش حدث. اولا ما كانش بقانونيه التبلع تاعها، يعني التبلع تاعها يسمحوا لي السيد الرئيس، يسمح لي السيد الرئيس البلديه ما عندوش حق باه يبلع السينما بالقرار تاعو. يعني هذا السينما ماشي ليه، يعني ماشي رزق البلديات، هي رزق نتاع المركز السينمائي الجزائري. انا نظن يعني هذا الراي نتاعي اون طونك بريزيدون لا بي وي ونمثل الشعب على الطريق. يا اخي اذا كان اليوم المدير هذا مستعد تاع لا سينماتيك باش اخويا يجيب لنا افلام اللي يرضى عليها الشعب اللي هنا في ولايه بورتو احنا لا سينماتيك البرون دالا لو بلو نورمالمون بوسيبل اون با لا حنا بور فيرمي لي سينما. بكري كانت الاداره هي اللي ديسيدي وكنتم نتوما اللي ديسيدي ولي ديريكتور. مي درك يا اخي الشعب سي لوي كي ديسيد لافونير نتاع الولايه نتاعو. الى الشعب رفض هذا النوع من الافلام واش تقدرين نديروا انا كمسؤول؟ رانا نلاحظوا واش راهي دير لايرتيا. وانا واش نقول لهم؟ نقول لهم الا كان ربي الا كان كنا حنا مجال الشعبيه الجديده هذه كنا في المستوى راه يوفقنا ربي ونطلعوا الفوق ولون سا كوا فير او نيفو لايرتيا. نعرفوا حنا لي جور دو فيلم اللي يليق لولادنا ولاد الشعب الجزائري المسلم. اون سي سكو سي اون سي سكو سي. دوك حنا ديمقراطيين. انت ديمقراطي ولا الديمقراطيه غير عليك وماشي عليا تولي ماشي ديمقراطيه تولي فوضى. هذه كونوا معنا في الرغبه تاع الشعب. هذا واش نطلبوا. سي لي لا ماجوريتي دي بوبل كي فو كو الاعلام بكل ما نقصد بالاعلام لايتيا الافلام كل شيء يكونوا في خدمه الاسلام سوايزون في الموعد وكونوا في خدمه الاسلام. اي فو فيري كومون كيفاش نقلبوا السينما.
Vous m'avez dit de venir ici pour tenir une discussion franche et honnête sur la culture. Vous m'avez embrigadé, vous m'avez fait un discours politique. Je trouve que vous n'avez pas été honnête avec moi, personnellement. Point à la ligne, salam alaikum wa rahmatullah. Pour le Fils, la marche vers le pouvoir est ouverte. Nous sommes au printemps 91. Quelques mois auparavant, la guerre du Golfe a galvanisé les militants dans d'énormes manifestations. Le prochain rendez-vous capital, ce sont les élections législatives à venir. Là où le pouvoir peut basculer du côté des islamistes. Le gouvernement, sentant le danger, a découpé la carte électorale de façon grossière. Abbassi Madani répond par une grève insurrectionnelle. Il ordonne au fils de paralyser tout le pays. Les premiers jours, les islamistes déferlent dans les grandes villes. Madani exige maintenant des élections présidentielles. Il a sans doute en tête le scénario iranien. Comme en Iran, le pouvoir est honni par le peuple. Comme en Iran, il devrait tomber comme un fruit mûr. Pendant les 15 jours de grève, nous avons travaillé avec le gouvernement jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire que, vous savez, à quel moment j'ai eu à agir pour l'état de siège. Parce que le président a pris la décision d'état de siège. J'ai d'abord reçu un coup de fil de M. Hamor, chef du gouvernement, me disant textuellement, c'est Khaled, à toi de jouer. En coulisses, un bras de fer se joue entre l'armée et le gouvernement réformateur. Le Premier ministre Hamrouch joue la montre, voyant que la grève du fils s'essouffle. Mais le général Nazar ne l'entend pas de cette oreille. La répression s'abat par surprise, faisant des dizaines de morts. Les places sont reprises une à une. Pour le fils, c'est un échec cuisant. L'armée accusait Chedli et le gouvernement de complaisance à l'égard du fils. Le Premier ministre Hamrouch se justifie quelques années plus tard sur la chaîne Al Jazeera. نعم أنا التقيت وآخر لقاء لي كرئيس للحكومة مع رئيس شادلي هو كان يوم 3 حزيران وقيمنا الأوضاع وقدرنا الأمور وقدمت له استقالتي كورقة في يده وهو كان تحت ضغط كبير وأن يوظفها في أي وقت يشاء حسب الظروف التي تساعده. أما نحن لم نتكلم لأن جبهة الإنقاذ ذاك كانت تطالب بذهاب حكومتي من الساحة السياسية وكان لها ذلك. أما ما ادعى إليه نعم سمح لي ولكن هو الذي قال بأنه اتفق وتفاوضنا مع جبهة الإنقاذ هي الحكومة الموالية لحكومتي التي اتصل بها رئيس الحكومة بجبهة الإنقاذ وتم التفاوض وتفاوضوا على إعادة الناس إلى مناصب الشغل وإعادة النظر في القوانين بما يساعد جبهة الإنقاذ آنذاك. État de siège, couvre-feu. Les militaires concentrent désormais l'essentiel du pouvoir. Le printemps démocratique par lequel le fils est engouffré n'aura duré qu'1 an et demi. Les islamistes ont perdu une bataille, mais le nouveau Premier ministre Rosali se retrouve d'entrée confronté au fils. J'avais dit à l'époque à Abbassi Madani, j'ai été nommé pour organiser des élections législatives avant la fin de l'année. Et je m'engage à changer la loi scélérate qui avait été faite, la loi de découpage, de charcutage, et je m'engage à faire des élections propres et honnêtes à l'époque. D'une part. Il m'avait posé la question, il m'a dit, et les élections présidentielles? Je lui avais dit, les élections présidentielles, ce n'est pas de mes prérogatives. Allez voir le président de la République. J'ai dit,
que ma mission n'était pas de détruire le fils. Et c'était vrai. Mais qu'à titre fraternel, je lui ai indiqué, à lui et à Ali Belhaj, que le meilleur moyen de conduire à la destruction du fils, c'est de continuer la pratique de la violence dans la rue ou ailleurs. C'est un échec personnel pour les dirigeants du fils, filmés ici dans leur dernier face-à-face avec la presse. وإن جبهتنا الإسلامية جبهة مستقلة والحمد لله في قرارها مستقلة في مواقفها قضية الإضراب نحن مسؤولو الجبهة الإسلامية للإنقاذ نحن الذين فكرنا فيه ونحن الذين دعونا إليه كما جاءت مواصفاته ونحن المسؤولون عنه. ربي وش قال في القرآن الكريم؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام في مجال التعبد، في مجال التشريع قال كتب عليكم القصاص، في مجال السياسة قال كتب عليكم القتال، والقتال لا يكون إلا بأداة إلا بالسلاح. الحكومة هذه تحب تقول لكم لا السلاح ممنوع وقانون ممنوع، لا ينحيوا الشعب السلاح باش يبقاو هما مسلحين باش يديروا فينا رايهم. دخلنا لهذا دي معناها رانا فعلا نحبوا الصراع السياسي السلمي، ولكن الصراع السياسي السلمي إذا خلاونا في الطريق، إذا ما ظلموناش، إذا لم يبخسونا حقنا. أما إذا بس بخسونا حقنا أنا ما استناش الشاذلي ولا خالد نصار ولا أي واحد آخر يقول لي أنت ما ديرش السلاح، تضربني أنتايا وأنت المعتدي وتدير قانون أنت بدك ومن بعد تقول لي أنتايا راكم السلاح أرض الوا. أنا أرض الوا بصح مانيش أرض القرآن الكريم، أنتم أرض القرآن الكريم وأرض السنة تاع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا جسوي أرض الوا. يخوفوا بنا حتى ولاو مسلمين ما كاش سلاح ما نديروش السلاح، ندير السلاح بركم مالك عاد يقولوا هكذا ندير السلاح وندير الكراش. يخوفوا فينا. ربي قال له في القرآن الكريم ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ربي قال له في القرآن الكريم خذوا حذركم وأسلحتكم. أنا ما نخليش كلام الله ونتبع كلام البشر. كلام الله أولى. الإسلام يرفض العصا لما الناس يعتدوا عليه. حقنا ندافع على أنفسنا. نعم نرفض السلاح كما رفضوا الأب تاعي عاودنا عنده سلاح بالكراش رحمه الله. نرفض السلاح لو كان يخرجوا من الطريق نرفض السلاح هكذا. ولو كان نجيبوا من طاطاوين ماشي من فرنسا. هما اللي كلموا جاي منين جابوها من الجزائر من الغاية ولا من الواد الشايح. منين جابوها من إسرائيل. والذين يتولون كبر هذه الافتراءات هي التلفزة التي تصورني الآن. En menaçant d'en appeler à la guerre sainte, Belhaj et Madani commettent une erreur politique. L'armée les jette en prison tous les deux peu de temps après cette conférence. Ils vont y rester toute la durée du conflit. Le maire d'Alger, Kamel Gemmazi, est arrêté en même temps. Le fils vient de perdre ses principaux dirigeants. On nous a introduits chez le procureur général où on a dressé 7 chefs d'accusation, chacun pouvant être passible de la peine de mort. Atteinte à la sûreté de l'État, destruction de l'économie nationale, bref, des accusations connues dans l'histoire. Ensuite, nous avons été conduits à la prison de Blida, où j'ai purgé une peine de 3 ans et 3 mois. Quel était à ce moment-là leur état d'esprit et leur ligne de défense à Madani et Belhaj? Je crois qu'à ce moment-là, ils pensaient qu'ils représentaient le peuple. C'est eux le peuple. Donc, ils prennent des décisions au nom du peuple. Ils pensaient que le peuple était avec eux et que s'il y avait des élections, ce n'était pas la peine de prendre le pouvoir par la force, mais qu'ils le prenaient par la voie de la démocratie et des élections. Vous savez, le Front islamique sioniste, c'est un front. Et donc, il y a des expressions diverses. La lutte armée était l'une des expressions. Elle était très minoritaire, mais elle existait.
elle existait, comme elle existe toujours partout, dans tous les mouvements. À l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque, moi j'étais à l'étranger. D'ailleurs, je suis sorti d'Algérie sur recommandation du Cheikh Abbasi Madani Ali Belhadj, à qui j'ai demandé est-ce que je dois rester ou sortir. On m'a dit de sortir, de faire le tour du monde, d'expliquer ce qui s'est passé, de dire au monde, de mettre à nul l'identité véritable des tenants du régime, de la sécurité militaire algérienne, des souffrances du peuple algérien et tout, pour faire un tour d'information à travers le monde. À cette époque, le fils a décidé à la majorité de continuer à jouer la carte des élections. Mais ce dirigeant pousse déjà la lutte armée. Il est très proche des réseaux afghans. Il fallait se préparer. Certes, j'étais contre toute tentative de vouloir provoquer, mais j'étais pour une préparation au cas où il se passerait ce qui s'est passé après. Nous avions le sentiment que le fils avait adopté une logique de l'escalade menant à l'affrontement armé. Mahfoud Nahnah représente une autre tendance islamiste, dite modérée. Avec son parti, il a choisi d'islamiser petit à petit la société, quitte à faire des compromis avec le pouvoir. Nous avons créé un parti pour éviter à la société d'aller à l'affrontement, pour préserver l'islam, afin qu'il ne soit pas assimilé au terrorisme et éviter à l'État de disparaître. C'est une idéologie fascisante. C'est pas de simples partis musulmans comme certains qui veulent le comparer au MRP en France, par exemple, ou à la démocratie chrétienne. Ça n'a rien à voir. Absolument. Moi, j'aurais bien. Moi, je peux me considérer comme démocrate chrétien ou démocrate musulman. Oui, je peux. Après tout, je suis attaché à ma religion, à ma culture. Je peux être démocrate chrétien. Mais ces gens-là, c'est autre chose. Les élections législatives approchent et le fils repart au combat. Au grand stade d'Alger, le jeune fils d'Ali Belhadj prend la relève de son père emprisonné. Le 26 décembre 1991, c'est le premier tour. Près d'un électeur sur deux ne va pas voter. Le fils a pour lui des militants très mobilisés. C'est le nombre de participations tous les 2 heures. Alors chaque bureau de vote, on a le nombre de participants. Et comme ça, on les place tous sur micro pour savoir le pourcentage de participation au vote. Voilà, à 12 heures, nous avons 160 votants. C'est un pourcentage de 20,49% par rapport à 781 inscrits. Le ministre de l'Intérieur était désespéré parce qu'il ne s'attendait pas à cela. Et d'ailleurs, il a fallu le forcer pour aller annoncer à la salle Ibn Khaldoun les résultats. Il a dit que mon chef du gouvernement, mon directeur de cabinet y aille, parce qu'il a dit qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir la charge d'annoncer une catastrophe pareille. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
أوافيكم سادتي سيادتي بالنتائج الجزئية التي وصلتنا وتخص هذه النتائج. Profitant de l'abstention massive, le fils sort grand vainqueur du premier tour. Le pouvoir est à portée de main des islamistes. Dans 20 jours, pour le deuxième tour, ils sont assurés d'avoir une majorité au Parlement. Au FLN, personne n'a vu venir ce raz-de-marée. Tandis que dans la rue, les militants fêtent déjà la future République islamique d'Algérie. Dans quel état psychologique était M. Chadli? Il était effondré. Il était vraiment effondré parce qu'il ne s'attendait pas, encore une fois, à ce résultat-là. On lui avait fait croire que le FLN allait avoir la majorité des sièges. Nous, on savait que le PIS allait gagner. Nous, militaires, on savait que le PIS allait gagner. Ceux qui ont peut-être négocié avec lui la chose pensaient qu'il allait avoir, il n'allait pas avoir la majorité. Mais nous, on savait qu'il partait avec un raz-de-marée, on le savait. Nous, on le savait. Attendez, vous dites on le savait, pourquoi vous ne le dites pas au président Chadli qui croit que 60% des sièges vont aller au FLN? Mais je vous ai dit, on a envoyé un rapport. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous, des militaires? On ne va pas faire un coup d'État, moi je suis un légaliste. Vous ne voulez pas que je fasse un coup d'État? J'ai rencontré Khaled Nezzar après la victoire du fils. Donc entre les deux tours. Il a demandé à me voir seul. Il m'a dit comment vous voyez. J'ai dit écoute, dans un premier temps, on va au deuxième tour. D'ailleurs, le deuxième tour va se dérouler, vous allez voir, dans la ferveur. Les Algériens, dès qu'ils voient d'une manière concrète le danger, ils vont s'engager. Je vous garantis qu'ayant entendu dès le lendemain du premier tour les propos du fils qui disaient ceci, nous préparons des tribunaux populaires, ceux qui refusent de se soumettre à la loi de Dieu, entendant à la loi du fils, doivent ou quitter le pays ou bien se taire. Et je crois qu'ils l'auraient fait. Ils ont montré leur détermination auparavant. Se taire devant ce genre de péril, ça revenait quelque part à en cautionner tous les crimes annoncés. Le compte à rebours est lancé. Il reste 2 semaines avant le second tour. À l'appel d'Aït Ahmed, des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue. Certains manifestants pensent que l'Algérie est en danger de mort et qu'il faut stopper le fils par tous les moyens. D'autres pensent qu'il faut aller quand même au second tour. Après la victoire du fils au premier tour des élections législatives, ils font 47,26% des suffrages exprimés. Qu'est-ce qu'on fait? On est évidemment préoccupé de la façon dont ils vont gérer ça. Mais du point de vue français, on est obligé d'attendre de savoir comment ils vont le gérer pour savoir comment on va se positionner. On ne peut pas intervenir plus. The Algerian people were expressing their Le peuple algérien avait exprimé sa préférence et sa voix. Je pense qu'à ce stade, les États-Unis s'attendaient à ce que le processus électoral se poursuive jusqu'au deuxième tour. Ils s'attendaient aussi à ce qu'il y ait une représentation islamiste considérable au sein du gouvernement. وقد تكلمنا مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد فوزها. Nous avons parlé aux dirigeants du fils après leur victoire et nous leur avons dit que les décideurs en Algérie, l'Europe et l'Occident ne voulaient pas de la victoire des islamistes. Nous leur avons dit acceptez un pourcentage de sièges et refusez les autres. Les responsables du fils nous ont répondu qu'ils ne se conformeraient qu'aux résultats sortis des urnes. La démocratie ne se réduit pas à l'électoralisme. On croit, en particulier au-delà des Bers, vers le nord, dans les pays occidentaux, on croit que l'élection, c'est la pierre de touche de toute démocratie. Oui, dans certaines conditions qui seraient presque idéales, mais dans un pays qui est soumis à une crise, qui est soumis à une sorte de vent de sable permanent,
qu'est-ce que vous allez faire comme élection? Aller au deuxième tour, c'est l'instauration d'abord de l'État islamique, et ensuite c'est là où la guerre civile réelle, une guerre civile interviendra. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faut trouver une autre solution. Mais c'est un dilemme. Comment trouver une autre solution pour arrêter le processus électoral et dire qu'il n'y aura pas de deuxième tour sans violer les dispositions constitutionnelles. Le 4 janvier, l'Assemblée nationale termine son mandat. Bon, alors, des gens vont voir le président, on lui dit voilà, la seule solution, c'est que si vous démissionnez, on applique à ce moment-là ces dispositions constitutionnelles. Qui va le voir? Eh bien, c'est Khaled Nzar qui a été désigné par ses collègues pour aller le voir. Isolé à la présidence, Chadli hésite. Il irait bien au second tour. Mais Khaled Nzar, qui a l'appui de l'armée, l'oblige à démissionner. Les généraux sont les maîtres d'œuvre de ce coup de force, mais ils veulent garder les formes. Le président Chadli, mal à l'aise devant les caméras, est obligé de sauver les apparences. Ma démission des fonctions de président de la République à partir d'aujourd'hui. Et j'espère que l'opinion publique algérienne saura apprécier cette responsabilité, cette décision. Je ne cherche pas à fuir mes responsabilités, bien au contraire, mais cette décision me semble indispensable vu la difficulté, la gravité de cette étape particulière. C'est pour cela que j'ai préféré prendre cette décision pour le bien, pour l'unité, pour la cohésion et la stabilité, la sécurité du pays. Le Parlement est dissous. Le deuxième tour prévu pour le 16 janvier n'aura jamais lieu. Une partie de la société convaincue d'avoir échappé au pire ferme les yeux sur la méthode. À l'étranger, François Mitterrand, proche de Chadli, dénonce ce coup de force. Ce qui n'a pas été accompli en cette circonstance jusqu'au terme prévu devra l'être. Et que les dirigeants algériens s'honoreront en retrouvant le fil de la démocratisation nécessaire, qui passe forcément par des élections libres. François Mitterrand, juste au lendemain de l'annulation du deuxième tour, avait dit il faut que l'Algérie revienne au processus démocratique. À l'époque, vous avez réagi. J'ai dit non, on ne dit pas vis-à-vis d'un État étranger, il faut. L'Algérie n'a le droit de recevoir de personne. Le Parlement français, en 1940, dit stop. Nous donnons les pleins pouvoirs à M. Pétain, au maréchal Pétain, à une majorité écrasante. Je ne me rappelle plus des chiffres, mais vous les avez aussi bien que moi. Un colonel devenu général s'en va à Londres et dit « Je n'accepte pas. Je suis contre. » C'est antidémocratique, puisque la majorité du peuple français représenté au Parlement a dit oui à Pétain. Qu'a dit l'histoire après? Qui avait raison? C'était peut-être illégal, mais c'était légitime. Bon, le problème se posait comme cela en Algérie. Fallait-il laisser arriver au pouvoir un parti qui vous disait oui, un homme, une voix, mais une seule fois? On n'ira pas aux élections après, parce que la démocratie est coffre, elle est impie. Lorsque nous serons au pouvoir, nous y resterons pour l'éternité, parce que c'est nous qui sommes les détenteurs de la vérité religieuse, et c'est nous qui appliquerons le Coran. Est-ce que vous les laissez, au nom de la démocratie, vous les laissez prendre le pouvoir? Le coup d'État a créé un tel déficit électoral, un tel déficit démocratique que seul un historique pouvait le compenser. D'où le choix entre moi et Boudiaf
Bon, moi j'ai refusé. Le lendemain, j'ai fait une conférence de presse à l'hôtel Horacie où j'ai dit il faut appeler un chat un chat. Il s'agit d'un coup d'État. J'ai parlé de la semaine infernale. D'abord, j'étais malade. Les signes commençaient à apparaître. Je tenais la jambe, la douleur, tout cela. Et il fallait faire face aux problèmes d'organisation de l'armée, pour la mise en place de l'armée, aux problèmes politiques. Il fallait toucher, essayer de trouver un président. Donc il fallait. Et puis on a essayé partout les moyens. Et puis on a pensé, il y a eu une idée qui a germé comme ça. Et puis la débourrée a fait là, j'ai sauté dessus. Ça s'est passé dans ce salon-là. La décision s'est passée dans ce salon. Hein? Qui propose le nom? C'est Ali Haroun qui a proposé le nom, et moi j'ai trouvé que c'était une bonne chose, parce que je ne le connaissais pas particulièrement, mais je connaissais son histoire. Boudiaf hésite, refuse, puis finalement se jette dans l'arène. Après plus de 30 ans passés au Maroc, il sait que l'armée l'appelle en catastrophe pour sauver le régime. Chef historique du FLN, écarté après 62, il a une réputation d'intégrité. Boudiaf a effectivement l'autorité et le prestige. Mais il revient dans un pays qu'il ne connaît plus. Il se retrouve entouré de chefs de clan, comme le général Belkhir, ministre de l'Intérieur, l'un des piliers du régime, et Mohamed Lamari, ce général qui va mener la guerre contre les islamistes. ان شاء الله تبقى خير خير. ما فيش شك باللي هذه مساله تمسني بزاف، ولكن خايف بزاف هذا الشعب، والحمد لله انني واثق بفكره، وهو ان الشعب الجزائري كما في 1 نوفمبر كما اليوم قادر باش يعني يتعدى كل الصعوبات. Boudiaf prend la tête d'un haut comité d'État installé en catastrophe pour remplacer la présidence. L'Algérie a foulé aux pieds sa constitution. Elle va vivre plusieurs années hors la loi. Dehors, le pays se referme sur le couvre-feu. L'état d'urgence est proclamé. Il sera reconduit année après année jusqu'à aujourd'hui. Chaque vendredi, les mosquées sont devenues des lieux d'affrontement entre les militants du FIS et l'armée. Bientôt, tout rassemblement sera interdit. L'armée ratisse les quartiers populaires. Des élus du FIS, des militants du parti, mais aussi des jeunes, arrêtés au hasard, sont expédiés directement dans des camps de prisonniers. On nous a emmenés donc à la base militaire de Boufarik, c'est une base aérienne, et de là donc on nous a mis dans des Hercules, des avions militaires de transport et destination le sud algérien. Notre hantise était que les gens fassent des bêtises. Les bêtises, c'est-à-dire aller soit agresser des militaires, soit vouloir sortir coûte que coûte, et les militaires, sachant qu'ils étaient armés, on avait peur donc de tout ça, et donc on avait, notre conscience nous interdisait de laisser faire, de laisser un pourrissement, de laisser faire les choses comme ça, et donc on s'est organisé. Donc on a fait plusieurs commissions, plusieurs comités, on a fait un petit collège, un petit lycée, une petite université, où différentes sciences étaient enseignées, les sciences islamiques en premier lieu. Au moins 10 000 militants se retrouvent ainsi prisonniers dans le Sahara. Certains vont rester quelques mois, d'autres plusieurs années, sans aucune décision de justice. Le pouvoir a commis une erreur de stratégie. Ces camps vont devenir les antichambres du terrorisme. Lorsque vous vivez dans un camp, lorsque vous vivez l'oppression, lorsque vous vivez l'ingratitude, lorsque vous vivez tout ça, les gens donc se font des idées, ils prennent des décisions, et très souvent les gens se sont organisés dans les camps pour aller au maquis par la suite. 6 policiers algérois sont assassinés dans la Casbah. Les premiers groupes armés commencent à frapper en ville. Ce sont des anciens d'Afghanistan, parfois des jeunes des cités, ou bien encore des compagnons de Bouerli, l'émir des années 80. Ces noyaux armés ont pris de vitesse les dirigeants du FIS. Finalement, ce ne sont pas eux qui ont pensé à cette lutte armée parce qu'ils étaient en prison. Je pense que ce sont les responsables du FIS qui sont restés dehors et qui ont vu la répression de 92, qui ont finalement pris les armes pour se défendre. Et il n'y avait pas d'autre alternative de toute façon. Ou bien se défendre, ou bien être tué. Donc, entre les deux, on préfère se défendre. Est-ce qu'on peut dire que l'initiative de la lutte armée a échappé au FIS ?
c'est-à-dire l'initiative de la lutte arménienne a échappé, pas échappé complètement, mais on peut dire qu'elle a laissé un gouffre par lequel est rentré le JIA. Vous avez hier, en recevant la presse nationale, parlé de dialogue national. Est-ce que ce dialogue irait jusqu'à discuter avec le fils ou certains de ses dirigeants actuellement emprisonnés? Il faut dialoguer avec les gens qui posent le problème de la démocratie en termes sains, en termes clairs, mais pas avec des gens qui utilisent la mitraillette et le reste. Et de deux. Je pense que s'il y a dialogue avec la société algérienne, qui est constituée dans sa grande majorité par la jeunesse algérienne, c'est de pousser cette jeunesse à s'organiser autour de ses difficultés, à présenter des programmes. Et je crois que c'est là le grand dialogue. Monsieur le Président, vous avez eu dans la version écrite de votre discours de 10 janvier des mots extrêmement durs contre la mafia, la corruption, les prévaricateurs qui régnaient jusqu'aux sphères les plus hautes de l'État. Est-ce que vous pouvez changer les choses sans changer les hommes? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une épuration en Algérie? Le pouvoir s'engagera dans la légalité. Parce que ce qu'il faut éviter, ce sont des règlements de compte. Il n'y en aura pas de règlements de compte, mais dans voie légale, tous ceux qui sont accaparés des choses, nous allons les poursuivre et l'État prendra toutes les mesures nécessaires en vue de ramener ces biens pour l'État. Monsieur, je crois, vous avez encore des questions, s'il vous plaît. Allez-y, parce que je vais arrêter, parce que je pense que nous avons fait le tour de toutes les questions. Et je vous remercie beaucoup. Et je vous fixe rendez-vous pour la prochaine, pour nous expliquer. Merci beaucoup. Boudiaf reprend à son compte la lutte anti-islamiste engagée par l'armée. Le fils est dissous. Quand arrive le procès de ses dirigeants, Ali Yahya, avocat et militant des droits de l'homme, défend Ali Belhadj et Abbasi Madani. Mais tout est joué d'avance devant le tribunal militaire de Blida. Le pouvoir condamne les accusés à 12 années de prison. Les juges en Algérie, pour vous résumer, sont eux qui lisent le jugement ou l'arrêt. Mais derrière les juges, c'est comme l'Algérien, il y a toujours des officiers de la sécurité militaire qui dictent le jugement. Comme vous avez ailleurs le président de la République, le gouvernement, l'Assemblée, que nous appelons le pouvoir apparent, mais le pouvoir réel, c'est les décideurs de l'armée. Le fils a été hors la loi, le fils a tué des Algériens. Le fils utilise la politique. Donc, il a été jugé par les tribunaux algériens. Il n'est plus question. Ça, il faut que tout le monde le sache. Il n'est pas question qu'il revienne. Boudiaf ne se contente pas d'être la vitrine du régime. Il veut monter son propre parti. Il dénonce la corruption et prend le peuple à témoin. احنا نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتنا بالعلم والدين تاع الاسلام. Un membre de la garde présidentielle a tiré dans le dos de Boudiaf dans cette salle d'Annaba. C'est en tout cas la version officielle. Quelques minutes après le drame, les Algériens s'interrogent. Qui a voulu la mort du président? À quel secret d'État voulait-il s'attaquer? Mohamed Boudiaf est resté seulement 5 mois au pouvoir. Les décideurs se retrouvent sans solution. Ils ont stoppé la course du fils, mais la violence se déchaîne. Un mystérieux sigle, le GIA, fait son apparition. Les Algériens sentent que leur pays s'enfonce dans les années les plus sombres de son histoire.
La seconde partie de Algérie, une terre en deuil sera diffusée mercredi prochain. Malek Ben Smaïl s'attardera sur les années de la décennie rouge de 1990 à 2000.